Messieurs, 5 joueurs, c'était peut-être facile, peut-être pas si facile que ça. La première question que j'ai envie de vous poser, avant d'aller sur chacun d'entre vous pour voir vos 5, est-ce que quelqu'un a eu l'outrecuidance de ne pas mettre Tony Parker en 1? Non, personne. C'est bon, Jérémy, tu ris, mais je sens que t'avais envie de faire une Il y avait un dinguerie. petit suspense sur le Jérémy. J'ai pensé à mettre un petit Nolan Traoré en 1, mais je me suis retenu, ça. Pas encore, ça viendra peut-être. Allez, Jérémy, tu commences, donne-nous tes 5 joueurs de ce 5 all-time pour les Bleus. Alors, en meneur comme tout le monde, j'ai mis notre très cher Tony Parker, la légende française. En arrière, j'ai décidé de mettre Evan Fournier. En ailier, j'ai sélectionné Nicolas Batum. En ailier fort, Boris Diaw. Et en pivot, Wemby. Très bien, donc le choix. Très peu de prise de risque, choix de l'évidence. Soit de l'évidence. Hein. Jérémy. Oui, mais peut-être que l'évidence, finalement, va faire consensus, Nils. As-tu choisi l'évidence? Non, t'as pas choisi l'évidence? Non. Moi, quand je fais ce genre de 5, je laisse parler mon cœur un petit peu plus. Aïe. Par contre, non. Avec raison quand même. Je suis pas allé chercher Axel Julien, hein, même s'il est dans le corazon. Non, puisque Tony Parker. Hein. Oui. Tony Parker en 1, on le sait. Moi, j'ai été mettre Nando De Colo en 2, qui Très me bien. fait plus vibrer qu'un Evan Fournier dans son prime. En 3, j'ai mis Hervé Dubuisson. En 4, j'ai mis Victor Wembanyama. Et en 5, j'ai mis Joachim Noah. Ouf, ah oui, donc toi le conservatisme, ça n'existe pas quoi. Non, mais après j'ai pris une route où c'est pas le 5 majeur c'est pas les 5 qui ont la plus belle carrière en équipe de France, forcément, mais Joachim Noah qui a fait une campagne, c'est pas ça, mais j'ai pris ceux qui moi m'avaient fait vibrer et qui ont eu des grandes carrières. J'aime beaucoup ton 5, je suis pas du tout d'accord, mais j'aime beaucoup ton 5. Nico, pour toi, Tony Parker évidemment en 1, il reste 4 noms à donner. Je suis allé dans le classique avec une pointe d'histoire ou de nostalgie pour ce qui me concerne. Donc en 1, évidemment, Tony. En 2, j'ai longtemps hésité, j'ai mis Antoine Rigaudot. En 3, j'ai mis Nicolas Batum. En 4, Boris Diaw. Et en 5, Victor Wembanyama. Très bien. Wemby, 2 voix. Wemby, 3 voix. Parce que moi aussi, j'ai mis Victor Wembanyama en 4, 5. Hein, on l'a tous, non? On l'a tous, hein. On l'a tous, oui, t'as raison, mais tu l'as pas mis en 5. J'ai mis en 4. Petit tricheur. Donc on l'a tous. Étonnant, on va en parler dans quelques secondes. J'ai mis Boris Diaw aussi au poste 4. J'ai également mis Nicolas Batum au poste 3. Tony Parker sera mon meneur. Et au poste 2, j'ai fait comme Nils. J'ai pris Nando De Colo. C'est bien, on n'a pas vraiment effectivement les mêmes. Ça tourne un peu, on va pouvoir en parler. D'abord, peut-être, on va évacuer Tony Parker. Il n'y avait aucune chance dans votre esprit. Il n'y a aucun autre nom qui a effleuré votre esprit? Non, parce qu'il est indissociable de l'histoire du basket français plus que de l'équipe de France. Il dépasse même l'équipe de France, mais c'est le GOAT le seul du titre français. Ouais, le seul titre du basket français pour le moment, le seul titre, la seule médaille d'or, c'est avec Tony Parker, avec ce tournoi fantastique et cette demi-finale mémorable. Bon, Tony, de toute façon, voilà, les médailles, le parcours, l'aura, je pense qu'effectivement, c'est le poste où il n'y a pas débat. Tout le reste, on a un petit peu des variantes. On descend, je vous propose de 2 à 5 tranquillement. Poste 2, on a du Evan Fournier pour Jérém, on a du Nando De Colo pour Nils et moi-même. Nous avons Antoine Rigaudot pour Nico. Je vous avoue, j'ai beaucoup hésité et c'est les 3 noms que j'avais en hésitation. Donc on va voir pourquoi. D'abord, tiens, Nils, pourquoi toi aussi tu es allé sur Nando De Colo? J'avoue, moi, avoir moins pensé à Antoine Rigaudot, mais Nando De Colo parce que je le mets sur la même ligne qu'Evan Fournier, cadre de l'équipe de France pendant longtemps, les plus belles années des Bleus, peut-être encore avant même Evan, il a peut-être plus contribué aux belles années encore que Evan parce que il a commencé avant, mais moi Nando c'est le spectacle en fait, c'est le genre de joueur tu regardes. À tout moment, ça peut être un waouh exceptionnel, quoi. Des actions qui te laissent bouche bée où tu te demandes mais comment il fait ça. C'est là-dessus que j'ai fait la différence. Je pense que c'est surtout une question de qu'est-ce qui te touche le plus chez un joueur. Donc toi, tu privilégies on va dire la passe au scoreur brut que peut être Evan Fournier, plus peut-être ça aussi. Ouais, après Nando était un énorme scoreur, mais disons
Ils ont quasiment le même palmarès en équipe de France. Nando a pas eu la même carrière en NBA, mais a eu une carrière en Europe qui est certainement la plus grande pour un joueur français. Tu l'as pris en compte, ça, dans ton esprit, finalement, la carrière en Europe? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu prends la carrière en équipe de France, la carrière en club, et ce qui te fait le plus vibrer. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Ouais. Nico, je viens te chercher après sur Antoine Rigaudot, mais d'abord Jérém, parce que Viens De par là, Colo viens par Fournier, là, Fred. c'est. Bah, j'arrive, je suis avec toi. Mais De Colo Fournier, effectivement, c'est parcours allez, presque concomitant, même si Evan arrive un petit peu, petit peu après Nando. Toi, tu penches plutôt pour Evan Fournier. Qu'est-ce qui t'a marqué en plus? Puisque c'est ça dont Nix parle. Non seulement je penche pour Evan Fournier, mais je vous avoue que j'ai très peu douté, en vérité. J'ai tout de suite mis le nom de Fournier, pour la simple et bonne raison que c'est, je pense, à titre personnel en tout cas, le joueur qui m'a le plus fait rêver chez les Bleus, ou en tout cas que j'ai pu voir de mes propres yeux, je vous parle. Mais ouais, c'est le joueur qui m'a le plus marqué, et j'ai entendu justement il n'y a pas longtemps Kevin Garnett parler de lui dans un podcast et qui disait qu'il avait énormément de respect pour Evan Fournier parce que c'est le premier mec qui a vraiment cru que c'était possible de battre les Américains, en tout cas dans l'ère très moderne, et qui joue pour se battre et qui joue pour gagner. Moi, je me rappelle, c'était, il me semble, au JO, quand on perd contre les États-Unis en finale et que je le vois tout de suite retirer sa médaille d'argent. Il était venu pour jouer pour l'or, et ça, c'est une mentalité qui me plaît, c'est une mentalité de battant. Et ouais, il est venu pour gagner, tout simplement, et sa performance aussi à l'Eurobasket en 2022. Pour moi, juste légendaire, tout simplement. Son match contre l'Italie, c'était incroyable. Et je me rappelle aussi tout simplement des JO cet été, mine de rien, où il y a eu des altercations, il y a eu un petit peu de feu à droite à gauche. Mine de rien, il est resté dans son match, dans sa compétition, comme le professionnel qu'il est. Et ce shoot légendaire face au Canada, il m'a fait crier devant ma télé. La médaille, il la cache aussi en 2019, Coupe du Monde, quand il y a la médaille de bronze. Au moment où il la récupère et il dit bah, je n'étais pas venu pour ça. Effectivement, il vient jamais pour ça finalement en équipe de France, mais il n'a pas eu la récompense qu'il voulait encore. Cette médaille d'or, Evan Fournier avec les Bleus, contrairement à Nando De Colo. Nico, toi tu as choisi Rigaudot, mais entre Nando De Colo et Evan Fournier, si tu avais eu à faire un choix, ce choix-là. Nando, j'aurais été pour Nando. Pour Nando, pour l'ensemble de sa carrière en bleu, sa longévité. Bravo à Evan Fournier déjà pour ce qu'il a fait en bleu. Pour moi, c'est peut-être le meilleur attaquant depuis Hervé Dubuisson. Tu en parleras tout à l'heure sans doute, Nils, mais c'est un attaquant hors pair, c'est Evan Fournier. Mais moi, j'aurais plutôt entre les deux pris Nando. Mais je n'ai pas choisi ni Nando ni Evan Fournier. Non, t'as pas pris le maestro ni le grec Evan Fournier. J'ai pris le roi. J'ai pris le roi Rigaudot. Antoine. Tu veux que j'explique? Ah, je veux bien. Allez. Je sais pourquoi, Ouais, mais je veux bien. Il y a évidemment pour le romantisme du basket, Antoine représente l'avant Parker. Pour moi, c'était le plus grand joueur du basket français avant Tony Parker. Tony est arrivé et il a pris cette position de leader all-time de l'équipe de France. Mais il représente à la fois la réussite et l'échec, puisque ce sont les années Rigaudot, ce sont les années où on a vu l'équipe de France avoir un potentiel incroyable. On a rêvé, on a fantasmé sur un titre européen avec cette génération. Et voilà, il y a cet Euro 2005 qui se termine bien quand même avec une médaille de bronze. C'est la première médaille en championnat d'Europe depuis très très longtemps. Il y a quand même eu les Jeux Olympiques de Sydney où Antoine a eu déjà une part prépondérante. Le match contre... pas les citer, j'étais inquiet. Oui, non, quand même. Le match contre la Chine, de mémoire, il fait un match exceptionnel, 27 points, du très grand Rigaudot, avec ce côté soyeux du tir, cette esthète de la gestion, de la lecture du jeu. Et puis ce championnat d'Europe 2005 où on a vécu en fait on a vécu un résumé de ce qu'est l'équipe de France depuis 30 ans, c'est-à-dire beaucoup de déceptions dans un premier temps et puis beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, des podiums. 2005, c'est cette demi-finale perdue contre Diamantidis et puis finalement je sais pas de quoi tu parles, j'ai oublié. cette réquification Diamantidis. Et Antoine a une part de responsabilité dans ce match, tout comme Tony Parker. C'est la passation de pouvoir. Et il y a quand même à l'arrivée une médaille de bronze pour cette équipe de France. Voilà. Antoine Rigaudot pour le côté romantique, nostalgie, parce que ce joueur m'a fait rêver. Si on quitte un peu l'équipe de France,
Il a été peut-être dans le top 3 entre les années 97 et 2002 en Euroleague. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a Nando De Colo, on en parlait tout à l'heure, il y a le côté Nils, Nando De Colo règne sur l'Europe. Rigaudot a été le premier à vraiment le faire. Oui, exactement, exactement. Ça a été un joueur majeur de l'Euroleague et le leader aux côtés de Ginobili, un petit peu avant Danilovic. C'était le leader de cette équipe qui était la meilleure équipe d'Europe. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas été une dynastie, mais le Kinder Bologne de la fin des années 90 et du début des années 2000 marchait sur l'Europe et Antoine faisait partie du meilleur joueur et représente pour moi le premier Français à réussir à l'étranger. En Europe. Il n'a pas eu cette chance de partir en NBA. Enfin, il a fait un essai, mais ça n'a pas été concluant, Antoine. Mais voilà, c'était un joueur qui rendait meilleures les équipes. Et notamment l'équipe de France. C'est-à-dire que, ok, il pouvait marquer 20 points, 25 points, mais c'est vraiment, pour moi, c'était un petit peu comme Magic Johnson faisait à son époque. C'est-à-dire que d'abord le collectif et après les stats perso. Il a testé la NBA, mais il a testé Dallas et son univers impitoyable. Du coup, ça n'a pas marché. C'est le poste où on avait le plus de noms, finalement. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis avec les arguments des autres? J'imagine que non, parce que vous êtes têtus comme des mules. Non, mais voilà. je pense qu'avec Nico, on a voulu faire pareil. Lui avec Rigaudot, moi avec Dubuisson. Les belles années du basket français, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est à partir de Tony Parker. Mais ne pas oublier qu'il y a eu aussi des bâtisseurs avant. Ouais, c'est les perdants magnifiques, un peu comme nos Tigana, nos Platini des années 80. On avait le plus beau jeu peut-être, mais on gagnait pas. On se faisait avoir par les Allemands le réalisme et la Deutsche Qualität. Et on a rêvé, même un Yann Bonato m'a fait rêver en équipe de France, alors que l'équipe de France était catastrophique au niveau des résultats. Si on était dans les 7-8 premiers d'un championnat d'Europe, c'était pas mal, quoi. Et donc ça représente cette époque, Antoine Rigaudot, comme Hervé Dubuisson, effectivement, quelle longévité, quelle carrière incroyable, scoring machine, et puis aussi beau à voir jouer, quoi. Bon, on y va sur Dubuisson, puisqu'on a fait poste 1 et 2, on va sur le poste d'ailier où tout le monde a mis Nicolas Batum, tout le monde sauf l'irréductible Gaulois Kenny Sonimus qui a mis Hervé Dubuisson. Là aussi c'est ton romantisme qui parle, Nils. Alors, c'est marrant parce que je l'ai pas tellement connu en tant que joueur, Hervé Dubuisson. C'est pas vraiment ma génération, mais j'ai fait mes recherches, on me l'a présenté quand j'étais jeune. Mon papa qui m'a montré les vidéos, Hervé Dubuisson, regarde ce que c'était. Et il y a aussi un aspect chiffre qui parle. On parle quand même Hervé Dubuisson premier au nombre de sélections en équipe de France, premier au points marqués en équipe de France all-time, record de points sur un match avec l'équipe de France. Je crois qu'il a 6 des 10 meilleurs perfs au point en équipe de France. Il y a ce côté-là et puis le côté où il était en avance sur son temps. Ceux qui comme moi l'ont pas forcément vu jouer, allez voir sur YouTube, il y a quelques highlights. Les tirs qu'il mettait, c'est des tirs qu'on voit prendre aujourd'hui, qu'on voyait pas tellement à l'époque. Et il avait une palette qui était incroyable, qui a brillé en équipe de France. Nico parlait de sa longévité. Et en plus, sur le poste d'ailier, j'ai eu un peu pareil sur le poste d'ailier fort ou avec Boris Dio. Nicolas Batum et Boris Dio ont eu des carrières formidables, des énormes joueurs dans le collectif, un bonheur, mais qui pour moi n'étaient pas des, entre guillemets, superstars ou joueurs, des machines, des joueurs hors normes qui portaient une équipe. Est-ce que tu as besoin d'être une superstar pour être pour moi, pour être dans une équipe all-time, ouais. Ok, ça se tient, mais au moins comme ça tu l'as dit. Les autres ont choisi Batum, en revanche. Pourquoi vous avez choisi la non-superstar selon Nils Sonimus, Nicolas Batum, Jérém et Nico? Non, Batum parce que c'était le choix le plus logique pour moi, c'est le meilleur joueur à ce poste de l'histoire de l'histoire française. Quand j'ai pu commencer un petit peu à regarder le basket dans ma jeunesse, il était justement à son apogée avec les Blazers, il sortait des grosses stats. Un shooter très fiable et un excellent leader dans le vestiaire, pour moi c'était une évidence. Toujours là aussi peut-être, à part un été, en 15 ans, on va pas lui en tenir rigueur, Nico, c'est peut-être ça aussi
la valeur du maillot pour Oui. Nico Batum qui fait la différence. Les valeurs, c'était quasiment un co-capitaine à chaque campagne. Puis c'est un joueur qui s'est adapté au fur et à mesure de sa carrière, un peu comme Boris Dio, hein. Très aérien au début, qualité de shooter, et puis après qualité de facilitateur. C'est le lion de l'équipe, je pense, sûr et en dehors du terrain. C'est un mec, à mon avis, une crème pour un coach d'avoir un Nico Batum dans son effectif, tout comme un Boris Dio, on pourra en reparler plus tard. Mais voilà, le rôle qu'a Nico dans l'équipe de France depuis qu'il est arrivé, ça a toujours été que des positifs, du positif pour cette équipe, à part quand il voulait trop en faire au niveau du scoring. Je me souviens de certaines campagnes où il annonçait qu'il voulait être meilleur marqueur, et ça n'a jamais marché. En fait, quand il a annoncé qu'il voulait être, voilà, qu'il avait des ambitions personnelles dans le projet collectif, hein, ça n'a jamais été un joueur qui tirait la couverture vers lui. Mais voilà, il a eu quelques petits échecs, mais c'est un joueur qui s'est remis en cause à chaque fois, Nico Batum. Ouais. Et puis gros défenseur aussi, hein, gros défenseur de l'équipe de France. Tu vois, quand Ce je compte- disais après. ce compte sur Prepelic. Oh oui, Oui, bien ça, sûr, oui. c'est l'une des actions, effectivement, les jeux de Tokyo, le contre de l'histoire pour l'équipe de France. Mais tu vois, quand je disais après que Jérémy ait donné son 5, c'est la facilité sans être péjoratif. Nicolas Batum, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, ça fait 15 ans qu'il est indéboulonnable sur le poste d'ailier. C'est lui qui a connu à ce poste toutes les belles années de l'équipe de France. Donc en fait, c'est le choix logique, même si il a connu de très belles campagnes, mais ça a jamais été, je trouve, le grand leader dans le jeu de l'équipe de France, tu vois. Est-ce que c'est pas une de ses forces justement, Nils, Bien sûr, il d'avoir en été faut dans le une grand équipe. leader que tu dis? Il reste 15 ans quand même. Ça veut dire qu'en 15 ans, Ah oui. c'est toi le titulaire du poste et tu fais ce qu'il faut pour rester le titulaire du poste. Bien sûr, mais ça n'a. Pour moi, pour rentrer dans un 5 all-time, il faut être le leader à un moment de l'équipe, celui qui va avoir les ballons en fin de match, tout ça. Nico, ça n'a jamais été le cas et c'est pas un problème. Enfin, Ça a été le cas fin il en Coupe du Monde 2014. Ouais, si t'as que ça dans ton équipe, des mecs qui ont le ballon en fin de match, ça ne marche pas. Sauf que là, on demande un 5 all-time et pour moi, pour rentrer dans ce 5, c'est un peu cette catégorie de joueurs. C'est un avis personnel, une option que j'ai prise sur mon 5. Dites-nous dans les commentaires, on a fait les extérieurs pour l'instant. Parker, Fournier, Batum pour GM. Parker, De Colo, Dubuisson pour Nils. Parker, Rigaudot, Batum pour Nico. Parker, De Colo et Batum pour moi. Voilà, pour l'instant, nos 5 de légende, nos 3, parce qu'il nous reste 2 joueurs, à discuter. On va en reparler d'ailleurs de ce que tu as dit, Nils, sur avoir les ballons en fin de match pour Joachim Noah dans quelques secondes. Parce que sur ces 2 derniers, poste 4, on a tous mis Dio, à part toi, qui met Wemby. Poste 5, on a tous mis Momi, à part toi, qui met Joachim Noah. D'abord, est-ce que quelqu'un a hésité entre Noah, Wemby ou Gobert au poste 5, par exemple? Oui, moi je l'ai mentionné, comme j'ai hésité entre Antoine et Nando. Là j'ai hésité avec Joux, avec Joachim Noah, mais je l'ai pas mis parce que en 5 j'ai mis Victor, et que Victor représente le futur, et Joachim, en fait je suis à la fois tiraillé entre ce qu'il représentait, j'adorais sa personnalité, j'adore Tu parles de Noah, là, moi je parlais de Gobert par exemple, puisqu'il n'a pas été cité. Ah, tu parlais de Gobert. Ah oui. Mais Gobert, tu étais parti sur une fausse piste. Non, Gobert, j'ai pas hésité à ne pas le prendre. Les autres non plus? Non. Très bien. Pas de Rudy. Moi j'ai hésité un petit peu quand même, puisque j'ai été consensuel sur mes postes, donc entre Victor et Rudy. Rudy, il y a une campagne où tu peux te dire ah ouais quand même il est de cette catégorie-là, c'est la Coupe du Monde où c'est quoi, c'est 2019. 2019 hein, Ouais. où on tape Ouais. les Espagnols chez eux. Ah non, 2014, pardon. 2014. 2014, Ça, 2014, c'est ouais. 2014. Ouais. Médaille de bronze. 2019 Ouais, où il y a eu le quart de finale contre les Où États-Unis. où il c'est fait un super match. sa révélation en fin de compte en équipe de France en 2014 où il fait un match contre les Espagnols qui est phénoménal, en attaque, en défense il met, c'était pas au gazole je crois encore, Tout à sous fait. cloche ou marque, un des deux, parce qu'ils étaient rarement les deux ensemble. Ouais. Et Pau Gasol Mais, le martyrise un an plus tard au ouais, championnat chez d'Europe nous. en France. Il met 44 points et À Lille. il martyrise, ouais, exactement, martyrise. Mais c'est vrai que sur cette campagne-là, Rudy rentre totalement dans la conversation de quand même. On a un pivot qui est 3 fois Dipoy et en plus qui brille Ah, avec tu l'équipe de nous France. dis tout à l'heure que tu as pris en compte la carrière européenne de Colo. Pourquoi tu prends pas en compte la carrière et les récompenses NBA de Rudy?
Parce que Joachim Noah, pour moi, a encore plus d'accomplissement en NBA. Joachim Noah a plus d'accomplissement en NBA que Rudy pour toi. De Dans manière... l'image, peut-être qu'il a marqué. Si tu englobes... Oui, pour moi, oui. Il est plus offensif déjà. Joachim Noah, c'est quand même numéro 3 au vote de MVP en 2014, les amis. Dans le meilleur 5, qui est un garçon qui a 7 triple-doubles en NBA, qui a été aussi defensive player, qui a été 2 fois All-Star. On oublie, je pense qu'il y a énormément de gens qui oublient à quel point Joachim Noah était un basketteur fantastique dans son prime avec les Bulls. Avec les Bulls, oui. Avec les Bleus, c'est une seule campagne. Ah ouais. 2011. Alors une campagne marquante parce qu'effectivement son arrivée avait beaucoup fait parler. Mais une seule campagne est terminée derrière. Même les JO, Ah oui. ensuite, il y a C'est beaucoup de regrets. C'est beaucoup de regrets, Joachim. C'est beaucoup de regrets parce qu'il a apporté quelque chose de différent. Sa mentalité personnelle, sa rage et son leadership, quelque part. Mais voilà, il a pris une autre direction. On peut respecter, mais on reste un peu déçu de ne pas avoir vécu d'autres grands moments avec lui. Et c'est ce qu'a dit Tony, avec Joachim Noah. Et l'équipe de France aurait pu avoir peut-être d'autres titres européens. Donc ça reste un éclair comme ça en équipe de France, une comète qui a éclairé cette équipe, et puis boum, derrière c'était fini, mais c'était un joueur fantastique en équipe de France. Le Fast avec toutes les actus juste après ce débat, mais on n'a pas fini sur les intérieurs. T'as mis Noah en 5, t'as mis Wemby en 4. Toi Nils, est-ce que c'est parce que tu voulais t'en sortir par une pirouette? Est-ce que c'est parce que tu voulais absolument mettre Joachim Noah en 5? Oui, parce que je voulais avoir Noah en 5 très clairement, et puis que Wemby peut faire les deux, et sur le poste 4, comme avec Nicolas Batum, ce que je disais, Boris Diaw, énorme carrière, joueur que personnellement, un peu comme Joachim Noah, comme Nando, je suis archi fan, mais qui n'a pas été méga leader enfin méga leader si, par la voix, mais dans le jeu qui n'a pas été le go-to guy entre guillemets. Donc il ne rentre pas dans éclaireur de dans la les raquette, critères quand même, de Boris 5. Diaw. Oui, non mais et dans un collectif ultra important, comme je disais, tu peux pas avoir que des stars dans une équipe, donc d'avoir un joueur qui est autant au service du collectif que Boris, c'était primordial. Mais moi, pour faire le cut dans mon 5 all-time, il faut avoir été le leader, et chose que Wemby est déjà plus ou moins va devenir, que Joachim Noah a été avec les Bulls à une époque. Ok, Nils le négatif. Dites-moi les autres pourquoi Boris Diaw est une évidence au poste 4, même si j'ai presque hésité avec Florent Pietrus, moi. Oh. Et moi j'ai pensé à Michael Pietrus pour le poste 3, j'avoue. Mais ça c'était tout à l'heure. Mais non, Boris Diaw, je pense que c'est le plus grand facilitateur de l'histoire française en vrai dans le basket. Je pense que tout le monde rêve d'avoir un Boris Diaw dans son équipe, qui fait moins de 115 kilos, je pense. Mais c'était plutôt évident. J'ai plus hésité sur le Noah, éventuellement en 5 à la place de Wemby. Boris Diaw, c'est légende de Biscarrosse. Légende partout. Boris, tu es facilitateur, meilleur facilitateur français. Je pense que tu peux mettre dans le top 5 des facilitateurs du basket mondial, non? Ouais. Très Facile. possiblement. Et on oublie trop rapidement aussi le côté athlétique qu'il avait à Phoenix. Oui, parce qu'avant d'être un poste 4 bien ancré, on va dire, c'était un vrai poste 3 délié. Il y a quelques highlights Aérien. pour les plus vieux, Nils, n'est-ce pas? Toi qui aimes bien voir Alors attends, les vieux voilà. sur YouTube. J'ai sur mon bureau l'autographe de Boris Diaw avec Atlanta, d'accord, qui shoot juste en dessous de Ben Wallace, dédicacé par lui-même. Donc attention à ce que tu dis, Fred, quand même. Pas de problème. Moi, je me souviens du dunk sur Robert Goulias en finale du championnat. Eh oui, C'était quand même- Dépôt Ortez, c'était un joueur extraordinairement spectaculaire avec les deux frères Pietrus. Pau, à cette époque-là, ça volait très très haut. Et Babac a eu cette période-là au début de sa carrière où lui tout seul, c'était beaucoup de highlights. Et lui aussi, il fait le palmarès finalement et équipe de France et hors équipe de France avec titre de champion à Pau et le titre NBA en 2014 avec les Spurs. Évidemment qu'il avait... Chut, on t'entend pas, Nils. Wemby, on l'a tous mis en 5 à part toi, Nils, qui a choisi Joachim Noah, mais qui a mis Wemby en 4. Wemby qui a fait qu'une seule campagne pour l'instant. Pourquoi on a tous mis Wembanyama? Parce qu'on le met par anticipation finalement? Parce que oui, et puis c'est le futur. C'est le futur de l'équipe de France qui va construire autour de lui avec le nouveau coach.
Donc il va marquer l'histoire de cette équipe de France, on l'espère. Il va y avoir des médailles, des campagnes, belles campagnes avec une médaille ou Il y en des a déjà titres. une. Ouais, il y en a déjà une. Mais oui, poste 5 parce que ça va être de plus en plus, on l'espère, son poste, même s'il est capable effectivement de s'écarter, de tirer à 3 points. Mais 2,20 m en équipe de France, poste 5 pour le futur, moi ça collait parfaitement, quoi. Tiens, Dans le votre- jeu, c'est déjà quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait Ouais. en France, d'un garçon avec autant de talent, autant de taille, aussi intelligent dans le jeu. Il a beau avoir fait qu'une campagne, 2 saisons, deuxième saison NBA en cours, c'est déjà du jamais vu. Donc c'est ce qu'on veut dans un sac all-time. Ok, un petit peu par anticipation, mais on l'a tous fait. Je pense qu'on s'est pas concerté, hein, évidemment, avant ce débat. Il n'y a pas eu de magouille. Comme il n'y a pas eu de magouille pour le quiz, personne ne sait encore ce qu'il y a dans le quiz avec lequel on finira l'émission. Jérém, pareil, toi tu l'as mis par anticipation. À moitié par anticipation et aussi à moitié pour ce qu'il a fait, parce que certes, on est un petit peu dans la culture de l'instant, mais je pense que si on parlait d'un joueur qui avait vécu cette campagne-là il y a 20 ans et qui avait fait qu'une seule campagne de toute sa carrière, bah on en aurait quand même parlé en disant ouais, mais certes il n'en a fait qu'une seule, mais elle était légendaire, etc. Donc oui, c'est par anticipation, mais en même temps, ce qu'on a vécu cet été à Paris, c'était juste fou. Et voir Wemby, mine de rien, à ce niveau-là, et ce qu'il a été capable de faire, c'était impressionnant, même si voilà, il est encore jeune, il y a de l'irrégularité. Il y a un peu de déchets dans son jeu, ce genre de choses, mais il apprend encore. Donc à moitié par anticipation, je dirais. Et une seule campagne, ça n'a pas empêché Nils de mettre Joachim Noah dans son Non. 5. Mais parce que tu. Ah ouais, il y a des Pour moi, critères différents aussi. quand tu fais un 5 all-time, tu sais pas Enfin, tu prends pas les mêmes critères. Il y en a, tu vois, Dubuisson par exemple. J'ai beaucoup pris sa carrière en équipe de France dans les critères, en plus de son jeu qui était exceptionnel. Joachim Noah, c'est plus de l'affect parce que ça m'a fait vibrer, parce que j'adorais le joueur, parce qu'en plus il y avait des accomplissements hors équipe de France. Mais on n'a pas dit qu'on faisait le 5 des plus grandes carrières en équipe de France. On a dit le 5 des Français qui nous fait le plus rêver. On a dit le 5 de légende de l'équipe de France. Tu twistes un peu pour avoir ce que tu veux, mais bon, on te l'accorde. On est magnanime. Ça, Y a pour le pas- coup, on en a discuté avant l'émission. On a dit, on s'est ouvert à tout. Moi, je fais mon 5 des joueurs français qui m'ont fait vibrer, qui sont susceptibles de porter le maillot français. Voilà. J'ai bien compris que vous faites votre sauce et qu'elle n'est pas béarnaise, Exactement. Nils. Pas de soucis. Pas du tout. Bon, Oui, bah, il y voilà avait- les 5. Vous nous donnez vos 5 dans les commentaires, évidemment, pour voir si vous avez d'autres noms, peut-être des noms. Personne n'a plus mis vieux. Embiid en 5. Non, personne n'a mis Embiid, non. On a... Ça m'étonne. le Zéro rêve sélection. est passé.